Bonjour tout le monde, on se retrouve pour la suite de mes vidéos sur les arcanes majeures du tarot. Le principe de ces vidéos, c'est que dans chacune, je montre une dizaine de versions différentes de chaque arcane dans les tarots de ma collection, pour montrer des imageries un peu différentes de ce dont on a l'habitude dans les tarots classiques, type Rider-Waite-Smith ou type tarot de Marseille, que je vais également montrer. Donc j'essaye de montrer des images qui sont assez différentes, même si parfois elles se ressemblent beaucoup d'un tarot à un autre, dans le but de montrer donc des expressions, des manifestations différentes de la carte, des symboles différents qui montrent des nuances dans les interprétations, et ça permet d'avoir un tableau un peu plus vaste des significations de la carte. Aujourd'hui, c'est au tour de la tour, aussi appelée Maison Dieu dans le tarot de Marseille. La plupart des tarots qui se basent sur le Rider-Waite-Smith appellent la carte la tour. On peut voir que c'est une imagerie qui est assez similaire, même si le nom n'est pas le même. Donc les symboles qui sautent aux yeux sont donc une tour centrale, avec des fenêtres, on ne voit pas de porte en général. La tour est terminée par une couronne qui se fait décimer du reste de la tour par ce qui ressemble soit à un éclair, soit à une espèce de rayonnement du soleil divin dans le tarot de Marseille. Il y a toujours deux ou plusieurs personnages qui semblent tomber de la tour. Dans certains tarots, on ne sait pas où ils vont tomber parce qu'il n'y a pas vraiment de sol. Dans le tarot de Marseille, les personnages tombent directement sur le sol comme s'ils étaient plus en train de faire des acrobaties que de tomber de la tour. C'est à peu près tout pour les symboles similaires. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire de la tour? On peut dire que c'est une construction matérielle. Ce sont globalement les choses qu'on prend du temps à construire, qu'on prend du temps à accumuler. Que ce soit d'ailleurs une construction ou juste des possessions qu'on accumule. Ça peut être aussi des choses qu'on accumule et qui ne sont pas forcément matérielles, comme des expériences. Donc, ce sont les choses qui nous paraissent plutôt stables, plutôt solides, qui sont censées durer dans le temps, qui ont potentiellement pris beaucoup de temps par ailleurs. C'est ce qui nous amène en général un sentiment de stabilité, de refuge, de confort, et qui, là, pour le coup, est détruit, déconstruit, ou en tout cas abîmé, fissuré, endommagé. Donc ce qui était solide et stable ne l'est plus. Il y a quelque chose qui vient bouleverser. En général, on peut dire que c'est quelque chose qui vient de l'extérieur quand même. Et c'est pas anodin que ça vienne du dessus. Il y a un sentiment de supériorité, de puissance, quelque chose sur lequel nous, on n'a pas le contrôle parce que ça nous dépasse. C'est quelque chose qui peut être inattendu, comme un éclair, même si maintenant avec la météo, on peut savoir quand il va y avoir du tonnerre ou non, mais ça peut aussi être inattendu. Donc, c'est des choses qui sont extérieures à nous, a priori. Et c'est des choses qui sont difficiles à prévoir ou qui sont difficiles à contrôler. Surtout qu'on peut voir que les personnages semblent assez démunis face à la situation, ils sont en train de tomber. On peut y voir l'expression « tomber de haut ». Avoir l'impression qu'on avait achevé quelque chose ou qu'on est arrivé loin, qu'on avait accumulé beaucoup, qu'on avait atteint un certain statut et se retrouver finalement dépossédé, défait du statut, déchu. C'est une carte qui peut parler donc de ruine, de faillite, de perdre des privilèges, de perdre des biens, d'exil, de perdre le contrôle d'une situation, de devoir fuir quelque chose, parce que si on y reste, en fait, on prend feu avec, on s'écroulera dans les décombres aussi. Donc il y a une notion d'urgence, de survie, de fuite parce qu'il n'y a pas le choix avec ces cartes. La carte du tarot Rider-Waite-Smith, donc celle-ci a une ambiance un peu plus menaçante, un peu plus fataliste. On peut avoir l'impression que les personnages vont mourir une fois qu'ils ont fini leur chute. Il y a un ciel très sombre, la tour est en feu, enfin il n'y a pas grand-chose à sauver. Sur la carte du tarot de Marseille, ce qui est assez étonnant, c'est qu'il y a un côté un peu plus presque joyeux, avec des confettis dans le fond. Les personnages ont l'air de faire peut-être des acrobaties, des tours pour amuser la galerie, ils sont peut-être en train de danser. Dans tous les cas, ils ne tombent pas de très haut, leurs mains touchent déjà terre. Donc la chute est probablement pas si douloureuse qu'elle pourrait l'être. Ça peut m'évoquer aussi cette fable de La Fontaine,
de la cigale et de la fourmi, avec la fourmi qui travaille dur et qui n'est pas forcément très contente de voir la cigale qui s'amuse à côté, mais qui se dit que bon, dans tous les cas, la cigale peut s'amuser autant qu'elle veut. Quand viendra le moment de profiter de ce qu'on a accumulé, la cigale n'aura rien et va pas forcément rire. Et cette carte m'y fait beaucoup penser. C'est aussi une carte qui peut m'évoquer les personnages qui n'ont jamais fait partie de la tour en premier lieu. C'est les marginaux, les personnes qui étaient déjà exclues, qui étaient déjà isolées, qui évoluent dans les marges, que ce soit volontaire ou non. Voilà. La couronne en haut de la tour, ça me fait vraiment penser à l'hubris, à la fierté mal placée, au fait de se penser au-delà de tout. Sauf que, en fait, même les plus puissants dépendent de conditions extérieures, de choses qui sont en dehors du contrôle. Est-ce que j'ai quelque chose d'autre à dire sur ces images ? Je voulais montrer quelque chose dans mon tarot de la fortune, qui est grosso modo la même image. C'est l'association de la tour à Mars, à la planète Mars. Mars, c'est la planète qui symbolise l'action, la motivation, l'élan, la détermination, le courage, la force, l'énergie, le dynamisme, mais c'est aussi la planète qui représente la colère, la violence, les rapports de force, la guerre, les conflits, les tensions, le sang, la vengeance. Donc, ça peut être vraiment un double tranchant. Ça peut être la motivation qui nous pousse à construire des tours avec détermination et endurance sur une longue période, et d'avoir vraiment cette détermination à croire qu'on est capable d'aller jusqu'au bout. Mais c'est aussi la force qui détruit, qui sépare, qui tranche, qui fait mal. C'est les blessures quand on tombe. Voilà. Donc, c'est pas mal représentatif de la tour. Ce qu'on pourrait aussi dire avec ces deux cartes, c'est que ça représente en fait par rapport à notre monde actuel, on peut faire un parallèle avec les conditions de vie qui sont de plus en plus difficiles pour la plupart des gens, à part peut-être pour les plus privilégiés, mais du coup, on peut y voir le fait que ce sont les plus privilégiés qui font tout pour détruire le peu qu'ont les autres personnes pour leur propre profit, d'où la couronne et le fait de se croire au-dessus de tout. Et peu importe en fait ce qui arrive aux personnes qui sont en bas de la tour, tant que les personnes qui sont en haut de la tour ont le pouvoir. Donc il y a une forme un peu de dédain aussi peut-être pour les personnes qui ont moins, qui n'ont pas construit autant, qui sont tout en bas de l'échelle. Voilà. Ça peut aussi évoquer la fin d'une ère, la fin d'un empire, la fin d'une civilisation, la fin d'une période historique. Quelque chose d'assez brutal qui touche tout le monde en même moment. Avec le tarot de Marseille particulièrement, mais avec tous les tarots, ça peut aussi faire penser par exemple aux excès qui peuvent être plaisants, hein, les excès matériels, la surconsommation, le fait de bien profiter et pas forcément de penser aux conséquences. Et en fait, la tour, c'est le moment où les conséquences nous rattrapent. Voilà. Je pense que c'est déjà pas mal pour ces deux cartes et je vais passer maintenant aux autres. Ici, une carte du Cosmic Slumber Tarot. On a une image qui est assez similaire, mais ce qui me touche particulièrement dans cette carte, c'est qu'on a une tour qui est complètement bancale. Elle a été construite comme ça, a priori. Donc, ça évoque le fait, par exemple, de faire quelque chose alors qu'on n'a pas les connaissances de base pour. Et peut-être qu'on peut s'en tirer au début, mais à un moment donné, en fait, le poids, la pesanteur, la suite logique des choses fait qu'en fait, si la base n'est pas solide, si elle est bancale, ça peut pas durer longtemps, ça peut pas marcher. Des fois, ça nous rattrape très tôt. C'est un peu plus embêtant quand on nous rattrape bien plus tard et qu'on doit repartir de zéro, là où on avait vraiment investi beaucoup de temps, d'énergie, de patience, etc., de ressources.
ça peut évoquer le fait d'ignorer sciemment les conseils de personnes qui sont plus avisées, plus expertes que soi, qui sont par exemple représentées par les grandes mains qui montrent les défauts de la tour. De penser qu'on va quand même s'en sortir en faisant les choses à notre façon, de pas forcément faire confiance à l'expérience des personnes qui savent mieux, et se retrouver bien embêté quand en fait ces personnes avaient raison. Ça peut aussi être les personnes qui jalousent, qui ont envie de détruire ce qu'on a construit parce qu'elles n'y arrivent pas elles-mêmes ou qu'elles n'ont pas ce qu'il faut pour, etc. Mais globalement, ça, voilà, elle m'évoque les choses que j'ai déjà dites pour les cartes précédentes, donc je ne vais pas y revenir. Mais il y a vraiment cette idée de choses qui n'étaient pas solides à la base, les choses qui étaient déjà fissurées, et on le savait, mais on a voulu l'ignorer, et jusqu'au moment où ça s'écroule. Des fois, on n'a pas le choix aussi. Des fois, par exemple, quand on a un corps qui est handicapé, forcément, on part avec des handicaps, des bases qui sont bancales, mais on fait avec parce qu'on n'a pas le choix. Mais ça n'empêche pas de faire attention à ses propres signaux, de savoir quand on dépasse ses propres limites, quand c'est rajouter trop de fissures aux fissures, etc. Il y a le fait de faire les choses un peu par-dessus la jambe parce que on en a un peu rien à faire et parce qu'on pense pas aux conséquences. Et il y a aussi, encore une fois, cette notion de... Il y a des toutes petites personnes qui tombent à la tour et il y a des grandes mains. Donc on a un rapport de pouvoir qui est dans tous les cas déséquilibré. On a quelque chose qui ne nous permettait pas de faire une tour qui était comme il faut parce que peut-être que tout a été accaparé par les autres, peut-être parce qu'on n'a pas accès aux connaissances, à l'éducation, aux ressources, etc. Voilà pour cette image de la tour. Ensuite, une carte du tarot Mike Wilcox. On retrouve encore une fois quelque chose d'assez similaire. Là, on a plutôt un village entier, dont une tour qui se fait éclater. Ce qui me marque le plus ici, c'est que du coup, on a à la fois un éclair qui met le feu à la tour, et à la fois, on a une sorte d'inondation. Donc, ça m'évoque l'accumulation de drames, de catastrophes, l'accumulation de soucis qui arrivent tous en même temps ou dont les conséquences arrivent toutes en même temps. Il y a quelque chose qui est difficilement contrôlable parce qu'il y a trop à la fois. On ne peut pas à la fois anticiper ce qui se passe en haut, anticiper ce qui se passe en bas, réagir partout, surtout si on n'a pas les moyens, si on n'est pas nombreux, etc. Le côté vraiment tragique que cette carte m'évoque, c'est les populations qui sont en guerre, les populations surtout qui n'ont pas les moyens de réagir à un conflit, les génocides par exemple. Et donc les populations qui sont forcées de fuir pour leur survie, qui sont forcées de fuir parce qu'il n'y a plus rien à habiter, qui sont forcées de fuir parce qu'il n'y a pas de choix, et de devoir affronter en fait d'autres environnements qui sont peut-être moins hostiles mais quand même hostiles. Et le fait de jamais se sentir vraiment chez soi, d'être toujours entre deux, de jamais vraiment faire partie d'eux, et cette horrible chose qui fait que les personnes qui provoquent ça sont rarement punies elles-mêmes en fait. Les punitions sont pas justes, les événements sont pas justes. C'est vraiment, il y a un côté très injuste dans cette carte. C'est pas juste récolter ce qu'on a semé, en bien comme en mal. C'est vraiment des fois juste les choses sur lesquelles on n'a pas de contrôle et qui sont pas justes, et comment on fait avec ça. Voilà pour la bonne ambiance. Mais je pense que c'est quand même nécessaire à adresser à un moment donné. Ensuite, une carte du tarot des éléments. On retrouve encore la tour brisée, fissurée et le personnage qui tombe. Là, ce qui est intéressant, c'est qu'on a encore une fois une cause extérieure avec
avec un adversaire qui est plus visible. C'est pas juste la foudre qui montre pas d'où elle vient, de qui elle vient. Là, on voit une sorte de monstre, un grand dragon, serpent, qui est en train d'encercler la tour et dont on voit qu'il essaye de gober le personnage qui tombe. Donc un ennemi qui est déjà plus visible. Là, c'est une carte qui peut m'évoquer le fait que on sait d'où ça vient, on sait pourquoi ça vient, on sait pourquoi c'est là, on sait de quoi on doit se protéger. Donc il y a déjà un côté un peu moins inattendu, imprévisible, incontrôlable. Bon, après, évidemment, ça se discute bien sûr. Hein. Des fois, c'est pas parce qu'on sait qu'on qu'on peut faire quelque chose. Mais ça m'évoque aussi de nouveau un côté envieux, un côté je m'approprie ce qui est pas à moi parce que je l'ai vu, je le veux et voilà. Et peu importe si ça m'appartient pas et si voilà. Donc il y a un côté un peu extractif, colonisateur. Après, c'est le genre de carte où on peut se demander par exemple, est-ce que ce sont les humains qui se sont installés sur le territoire du dragon et du coup ce serait une revanche normale, logique, ou l'inverse. Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on voit donc un des personnages qui tombe, qui franchit un sol de nuages et qui voit en dessous un côté très blanc de la carte, alors qu'au-dessus, le ciel est rouge et noir et menaçant. Et là, on a un côté page blanche avec des fleurs qui poussent. Ce que ça m'évoque, ça peut être aussi des situations où une tendance à voir toujours le mauvais côté des choses, à anticiper toujours le pire. Alors qu'en fait, il y a d'autres solutions possibles, il y a d'autres issues qui sont possibles. Sauf que c'est parfois difficile de se concentrer sur les choses plus bénéfiques, les choses plus positives, surtout dans un environnement qui est tout fait pour en fait nous laisser penser qu'on est impuissant, qu'on n'a aucun pouvoir, qu'on n'a pas d'issue favorable et qu'il faut se plier à la volonté des plus puissants. Et aussi, juste, des fois, quand on est en plein cœur de la tempête, du chaos, des situations à gérer, évidemment que c'est difficile de voir le côté positif des choses ou d'imaginer le meilleur, surtout quand on a l'habitude que ça se passe autrement. Mais voilà, ça peut être une possibilité de cette carte. Là encore, il peut y avoir un côté genre construire sur de mauvaises bases si on sait qu'on est sur un terrain qui peut être dangereux. Pourquoi on construit là? Surtout si c'est possible de construire ailleurs, visiblement, avec les fleurs. Et il peut y avoir un côté, oui, prédateur, comme j'ai déjà dit. Ça peut être aussi juste de donner un peu de l'espoir que même si on doit fuir une situation, c'est probablement pour un mieux. Qu'on va probablement pouvoir rebondir mieux ou plus vite qu'on pensait, même si ça va demander des efforts et aussi de quand même faire le deuil de quelque chose. Voilà pour cette carte. Ensuite, une carte du tarot Thoth. Donc, on voit encore une tour qui est un peu bancale de travers avec des personnages qui tombent. Cette fois-ci, on a une espèce de bouche avec des dents pointues qui crachent du feu dans la porte de la tour et un grand œil en haut de la carte qui voit tout. On a aussi un espèce de serpent dragon à tête de bélier, peut-être, et une colombe avec un rameau. Ce que ça m'évoque, en premier lieu, quand je vois cette carte, c'est le côté omniscient, le côté œil qui voit tout. Et du coup, ça peut être la carte où on essaye de cacher plein de choses dans sa tour, de cacher tous ses petits secrets, ses hontes, ses peurs, ses mauvaises actions, ses erreurs, les choses qu'on n'a pas envie que les autres voient, et ça s'accumule sous le tapis, en se disant que bon, peut-être que ça pourra ne jamais être su, et voilà. Mais en fait, la tour nous rappelle que les choses finissent quand même très 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 souvent par se savoir. Pas toujours, mais très souvent. Et ça peut arriver à un moment qui est vraiment pas opportun. Et du coup, il vaut peut-être mieux en fait les gérer à un meilleur moment pour soi, à un moment où on a un peu plus de contrôle, où on sait un peu mieux ce qu'on fait, où on a un peu plus de pouvoir sur son narratif.
Parce qu'en fait, déjà si ça s'accumule beaucoup, ça peut aggraver les choses, surtout si c'est par exemple des mensonges ou des secrets, qui engrangent d'autres mensonges et secrets, par exemple. Donc il y a voilà, ce côté révélation, les révélations soudaines de choses qu'on voulait cacher, des fissures dont on voulait pas qu'elles se voient, la révélation de choses qu'on pensait solides et qui le sont en fait pas du tout. Il y a encore cette notion de potentiellement fuir quelque chose qui, dans tous les cas, est dangereux, qui est mauvais, qui est néfaste et qui peut être à terme mortel pour soi. Même si parfois, encore une fois, c'est dur parce que voilà, on a tout construit là-dessus. Et voilà. Je vais boire un coup. Et donc on a encore, ouais, ce côté... Ça fait un peu penser, je dis ça parce que c'est un peu la période de l'année, le fait de devoir bien se comporter pour avoir ses cadeaux à Noël, parce que le Père Noël voit tout et que sinon on peut être puni par le Père Fouettard. C'est un peu ça. Là, c'est le Père Fouettard. Voilà. Là, c'est t'as pas été sage cette année, donc voici les conséquences de tes actions. T'auras pas de cadeau. Ensuite, une carte du Gothmancy Tarot. Alors là, c'est une carte un peu plus différente. On commence à avoir des visuels plus originaux. Donc on a une tête qui ressemble un peu à une tête de statue, parce qu'elle est toute grise-verte. Dont on voit beaucoup les vaisseaux sanguins, d'ailleurs. Donc cette tête est mise dans une cage qui ressemble à une cage à oiseaux, qui est fermée. Il y a des personnes qui tombent bizarrement de la cage, quand même. On retrouve encore les éclairs, les mains, qui sortent un peu de nulle part. On a des symboles de clés et de verrous qui se défait. Alors, c'est assez intéressant. Donc là, on a une notion d'enfermement. Et en fait, cette tour, c'était peut-être une tour qui n'est pas un refuge, un foyer, quelque chose qui protège, mais quelque chose en fait qui nous enfermait depuis le début. Quelque chose dont en fait, comme il n'y avait pas de porte, c'était difficile de pouvoir entrer ou sortir. Ça pouvait être les constructions les constructions de l'éducation, les biais familiaux, tout ce qui nous a construit quand on était plus jeune et dont on n'avait pas forcément de contrôle dessus, on n'avait pas forcément de réflexion d'esprit critique dessus pour pouvoir le changer, le construire ou en sortir. Voilà, donc là, le fait que ce soit vraiment la tête qui soit enfermée, on est vraiment dans les biais, les angles morts personnels, les préjugés, les accumulations de connaissances, de savoir, d'opinions. Et en fait, la tour, c'est ce moment où c'est remis en question. C'est le moment de déconstruire, c'est le moment de sortir, c'est le moment de remettre en question et de pas rester dans cette tour, parce que, en fait, c'est pas sain. C'est le moment de s'ouvrir à d'autres points de vue que le sien. Même si c'est désagréable, même si c'est inconfortable, même si au final, en s'intéressant plus à d'autres points de vue, on se rend compte effectivement que c'est pas pour nous et que c'est vraiment trop loin de nos valeurs et que du coup, en fait, notre tour était là pour une raison. Mais voilà, c'est vraiment le fait de changer de perspective qui peut vraiment faire du bien, même si c'est très très inconfortable. Remettre en question des valeurs qui nous ont portés depuis des dizaines et des dizaines d'années, c'est pas simple. C'est pas confortable. Ça peut être aussi le rejet des autres points de vue, le refus de l'évidence, même si ça nous tombe comme un éclair devant la gueule. C'est le fait de se faire remettre à sa place, se faire... d'être par exemple dans un débat et de se rendre compte que en fait, effectivement, les autres ont des meilleurs arguments que soi et que ça nous ferait quand même chier de l'admettre en fait, parce que ces constructions qui sont là depuis longtemps. Le fait qu'il y a un espèce de damier comme un jeu d'échecs, déjà la tour, c'est un pion du jeu d'échecs.
Mais ça évoque le fait de se rendre compte qu'on a peut-être eu une mauvaise stratégie sur quelque chose depuis le début et que c'est le temps de la revoir, parce que dans tous les cas, si on continue comme ça, c'est échec et mat. Donc, s'obstiner, ça sert vraiment à rien. On peut quand même le faire, mais pourquoi? Donc là, c'est vraiment revoir sa stratégie pour ne pas causer sa propre perte, ne pas s'auto-saboter soi-même. En fait. Voilà pour cette carte. Et je vais me moucher. Ensuite, une carte du dinosaure de Marseille. Donc là, on voit très simple, on voit un volcan avec des dinosaures qui sont en train de tomber. Le volcan, qu'est-ce que ça évoque? Ça évoque des catastrophes naturelles, environnementales, sur lesquelles on a vraiment très peu de prise. Bien sûr, avec les moyens qu'on a maintenant, on a un peu plus de potentiel d'anticipation, etc. Mais il y a quand même des choses qu'en fait, soit on ne peut pas prévoir, en tout cas pas avec précision, soit en fait on a tellement construit d'infrastructures sur des territoires qui sont propices aux catastrophes naturelles qu'en fait on peut pas juste tout défaire ou pas tout reconstruire comme il faudrait parce que pas les moyens, pas l'envie, pas la priorité, mais surtout souvent pas les moyens. Et surtout, du coup, dans tous les cas, ça nécessiterait une période d'exil, de remaniement, de déconstruction, destruction pour reconstruire. Mais bon, là, du coup, on a vraiment cette notion de choses qui sont extérieures à notre contrôle. Donc, on peut anticiper autant qu'on veut, on peut chercher à avoir le contrôle autant qu'on veut. En fait, il y a des choses qui nous dépassent et c'est tout. C'est comme ça. Là, par exemple, je veux dire, essayer de défier un volcan quand il est en éruption, c'est bien gentil, mais ça va pas fonctionner. À moins d'avoir un corps qui est résistant à la lave, au feu et à des extrêmes températures. Non, en fait, on défie pas, on se challenge pas à affronter ça, on fuit, c'est tout. Il n'y a pas, d'autre solution. C'est aussi, encore une fois, les personnes qui sont en exil forcé, par exemple, qui n'ont pas d'autre choix, et qui sont quand même fustigés pour faire ça, alors que n'importe qui à leur place faire la même chose. On a encore l'idée aussi de la fin d'une ère, d'une période, de quelque chose qui peut être vraiment dramatique pour tout un ensemble de populations, d'environnements, de vivants, qui fait que c'est vraiment la fin en fait, il n'y a pas d'autre choix. Voilà pour cette carte. Ensuite, une carte du She-Wolf Tarot. Alors, la carte a été renommée. Et c'est la première, juste ici, ouais. Bon, à part le volcan juste avant. Donc, cette carte s'appelle Will of Mars. C'est la volonté de Mars. On voit représenter une sorte de grand temple. Je ne saurais pas exactement dire si ça a été vraiment fait sur un modèle de temple Maya ou Inca. En tout cas, ça y ressemble. Mais je peux vraiment me tromper parce que je n'ai pas une culture suffisante pour ça. Et en même temps, il y a un œil d'Horus, donc ça pourrait être égyptien aussi. Bref, c'est peut-être un mélange culturel. Du coup, ça évoque des temples. Et ce qui est intéressant, c'est que là, ça évoque en fait les structures qui restent dans le temps, très longtemps, qui sont quand même un peu dégradées par les conditions extérieures, par le temps qui passe, par les populations, par ce qui est normal, la dégradation naturelle des choses, mais qui restent quand même très 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 longtemps après la fin de ces civilisations. Que ce soit par décimation, que ce soit par la fin d'une ère, que ce soit par des formes de colonisation différentes qui se sont accumulées, plein de choses. Mais du coup, ce qui nous survit à nous, quand nous, on ne survit pas forcément. Donc, ça peut être les choses qui sont posthumes, les choses qui survivent à ce qui est détruit. Ça peut évoquer aussi les sacrifices pour des divinités, pour des esprits,
pour des forces qui nous dépassent. Peu importe la façon dont sont faits et ce qui a été sacrifié, en fait, c'est juste le fait de faire une sorte d'offrande à une force qui nous dépasse pour s'attirer les faveurs. Éviter justement des conditions difficiles, éviter des conséquences difficiles, éviter des catastrophes. Et souvent, ça passait par le sacrifice de quelque chose, pas forcément quelque chose de humain ou animal, ça peut être des offrandes, ça peut être vraiment plein de choses selon la culture, selon l'époque, etc. Le fait que ce soit aussi de nouveau question de Mars, donc la planète ou la divinité de la guerre, du coup ça renvoie au conflit, au rapport de pouvoir, aux tensions, à la guerre, au sang, à la volonté d'avoir le contrôle sur les choses, à la vengeance, à la tyrannie, à la séparation, enfin plein de choses que j'ai déjà dites en fait sur Mars au tout début de la vidéo. Voilà pour cette carte. Ensuite, on a une carte du Next World Tarot. Alors, ça va être difficile de voir les détails avec la qualité de ma vidéo, je pense. Donc, je vais dire ce qui se passe sur l'image. Donc, au devant de l'image, on a une personne âgée avec un enfant qui sont en train de donner de l'eau à des fleurs. Et derrière, on a une sorte de manifestation avec une grande banderole qui dit défendre le sacré. On a des personnes masquées cagoulées pour pas être reconnues, pour pas être punies, justement. Et derrière, on a des choses qui sont en feu et ce qui ressemble à une station pétrolière et des banderoles qui disent pas de sang versé pour le pétrole. Donc, la carte a été renommée Révolution, par ailleurs. Donc, c'est intéressant parce que là, on a donc un côté qui pointe très directement les effets désastreux du capitalisme et de l'exploitation, ici, maintenant, de manière très moderne et de manière très explicite. Donc là, on a vraiment ce côté colonisateur, exploitant, l'extraction, la domination, la volonté d'accaparer tout pour une minorité de puissants et de très riches, et du coup mettre en danger l'environnement, le vivant, la majorité des autres personnes. Le fait d'en avoir vraiment rien à foutre des conséquences de ces actes, du moment qu'on a ce qu'on veut, en fait. C'est aussi le côté dévastateur de la surconsommation, de la surexploitation des ressources, surtout celles qui sont pas renouvelables. Le fait d'avoir aucun scrupule à détruire des villages, des populations entières, des forêts entières, pour quelque chose qui pourrait être probablement fait autrement, remplaçable ou juste repensé. Et... Enfin bref. Je vais pas partir trop en déviation sur cette carte, mais l'idée est là. Il y a aussi le fait de se rebeller directement contre ses puissances, de reprendre sa puissance de manière collective, et donc cette accumulation de rébellions, de personnes qui s'unissent contre une minorité de très puissants, ça peut former une très grande tour en fait qui au final peut prendre le pli. C'est peut-être utopiste, mais bon, voilà. Et ça m'évoque encore une fois les génocides, l'exil forcé, l'immigration forcée, les populations qui se retrouvent avec plus grand-chose de leur patrimoine juste parce que d'autres ont décidé que c'était ok de les détruire. Voilà. Voilà. Ensuite, une carte du tarot onirique. Donc cette fois, on a encore une tour, mais qui est tout en haut d'un très grand crâne humain. Dans une forêt. Il y a des éclairs, mais qui semblent émaner de la tour, pas la détruire.
Hem, alors ce que ça m'évoque en premier lieu, c'est, le fait que, le sommet de la tour était de toute façon peut-être pas atteignable. Donc ça servait à rien de se forcer à vouloir y aller. Dans tous les cas, on pouvait pas y aller. Ça évoque les choses qui sont vraiment inaccessibles, hors de portée, et en tout cas, peut-être pas 100 hors de portée, mais en fait, y aller, c'est pas forcément une bonne idée. Ça peut nous coûter la vie, ça peut nous coûter beaucoup d'énergie, ça peut nous coûter les ressources, ça peut nous coûter énormément de choses, en fait, qui valent peut-être pas la peine d'essayer d'atteindre le haut de cette tour. Il y a l'idée que, en fait, ce qu'on cherche à atteindre, c'est pas la bonne chose, c'est nuisible, ça peut être des comment dire? Des envies, des objectifs qui ont été un peu genre transgénérationnels. On fait les choses parce que, on se dit que nos ancêtres ont fait comme ça, notre famille a fait comme ça, on nous pousse à faire comme ça, donc il faut y aller parce que voilà. Mais en fait, c'est peut-être pas pour nous. Ou alors, ça pourrait l'être, mais peut-être que, c'est pas terrible quand même. Bref. Ça peut aussi évoquer, le fait de mettre sa tour un peu hors de portée comme ça peut me faire penser au fait de vouloir échapper à son propre destin, échapper aux conséquences de ce qu'on fait, mais encore une fois, ça va nous rattraper. Enfin, je veux dire, la tête de mort est évidente ici. On peut pas vraiment y échapper. Donc est-ce que ça vaut le coup de faire tous ces efforts pour essayer d'y échapper, ou est-ce qu'au mieux, ça peut être bon d'essayer d'accepter et de s'adapter en fonction? Par exemple, ça peut être les habitudes qu'on a au quotidien qui, séparément ou sur une petite durée, effectivement, n'ont pas beaucoup de conséquences, mais en fait, sur toute une vie ou sur une très longue période, en fait, ça amène vraiment des conséquences pas terribles, qui peuvent faire du mal, qui peuvent nuire, voire jusqu'à la mort. Et en fait, le temps qu'on s'en rende compte, le temps que les conséquences arrivent, c'est déjà trop tard pour renverser les effets, donc ce serait bien d'y penser un peu avant. Voilà pour cette carte. Ah, j'ai oublié de dire qu'elle s'était renommée la Tour Divine. Donc on peut y voir une sorte de volonté d'atteindre le divin, mais par des moyens qui sont pas terribles, et qui risquent de nous retomber dessus. Peut-être se frotter à des entités qui sont pas forcément très amicales, qui n'ont pas forcément envie d'être en lien. Ça peut être l'extraction spirituelle, qui peut avoir vraiment des conséquences dramatiques aussi. Voilà pour cette carte. Et enfin, la dernière carte du Serpent de Fire Tarot, qui est vraiment particulière. Donc, on voit une lune entre deux couches de nuages. Et en haut des nuages, tout en haut, on a un espèce de grand château noir, sombre. Donc là encore, ça m'évoque le fait de... les choses qui sont hors de notre portée. Ça peut être les royaumes divins, ça peut être les royaumes spirituels, ça peut être les forces qui nous dépassent de manière générale, peu importe comment on veut considérer ça, peu importe ses propres croyances, c'est ce qui nous dépasse. C'est sur quoi on n'a pas le contrôle. C'est trop loin, physiquement, mentalement, spirituellement, c'est trop loin. C'est des dimensions auxquelles on n'a pas accès. Ça peut être aussi les personnes qui se prennent pour des divinités, pour des toutes puissantes. Les personnes qui se pensent intouchables, inatteignables. Sauf que, les nuages, en fait, c'est pas une très bonne fondation pour construire quelque chose parce que ça s'évapore. Voilà. Ça peut être, encore une fois, les privilèges des uns aux dépens des autres. Le fait de se croire supérieur aux personnes qui sont en dessous de toi, que ce soit... peu importe l'échelle sur laquelle on considère les choses, peu importe les critères. C'est toujours ridicule, mais bon, voilà.
de nouveau chercher à atteindre un statut, à atteindre le divin, à atteindre quelque chose qui est loin, à échapper d'une condition aussi. Non, je vais pas aller sur cette tangente-là. Ça peut être aussi privilégier le spirituel en dépit du matériel, et du coup, ça peut être pas terrible dans le sens où on peut négliger des choses qui sont vraiment très importantes dans le monde matériel et dont notre survie dépend. Et c'est pas forcément une bonne chose que de penser qu'on va y échapper grâce au spirituel. Enfin, en tout cas, on est incarné pour une raison, hein, voilà. Et il faut s'y faire. Voilà, je pense que je vais arrêter là pour la tour. En plus, ça fait déjà 40 minutes que je parle, je suis désolée, c'est vraiment très long. Néanmoins, si vous aimez bien tous ces blabla autour de déduire les interprétations d'une carte avec le visuel, donc pas une approche où on va lire le livre et apprendre par cœur des choses, mais vraiment se demander ce que les visuels évoquent pour soi, pour son propre dictionnaire de symboles, et du coup, réussir à pouvoir mieux lire tout type de tarot et pas juste un seul. Donc j'ai plein d'autres vidéos sur le sujet si vous n'avez pas vu les précédentes, et aussi sur ma page Patreon, tous les mois je publie un article où je fais exactement la même chose que là, mais à l'écrit. Donc si vous n'aimez pas trop les vidéos, c'est une bonne alternative, et en plus ça permet de soutenir financièrement mon travail. J'ai aussi mon livre du tarot de la fortune qui est disponible sur la boutique, et j'ai plein d'articles sur les arcanes majeures sur mon site, donc n'hésitez pas à aller faire un tour, les liens seront dans tous les cas en description. Voilà, et la prochaine fois ce sera une carte plus joyeuse, a priori, c'est l'étoile. Salut!